Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo. On est là dans la suite des webinaires de la Startup Week Mulhouse. Et simplement, on a eu un problème d'enregistrement sur ce webinaire, donc on est là connecté avec David pour juste vous refaire l'intro. Et naturellement, la vidéo du webinaire reprendra au bout de quelques minutes. Donc bienvenue et tout de suite je passe la parole à David pour cette nouvelle introduction du webinaire Structure ton idée. David, je t'en prie. Merci Chloé, merci. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, dans un contexte un peu original, on refait l'intro avec un petit souci d'enregistrement. L'idée de ce webinaire était de vous parler, de prendre la suite du webinaire que vous avez peut-être déjà vu, qui était celui de Pierre, où on était dans l'identification de la problématique. Je sais plus quel était l'intitulé exact, mais c'était quelque chose de ce genre-là. Là, on est vraiment sur la suite. Comment est-ce qu'on passe finalement de la compréhension du besoin de vos utilisateurs à une idée concrète, sonnante et trébuchante. Donc, j'essaye de vous montrer ça dans le webinaire qui suit. Donc, première étape qui je suis, je m'appelle David, j'ai 31 ans, je suis ancien start-upper, je fais partie aujourd'hui de l'équipe de business manager de Semia, donc j'accompagne des entrepreneurs au quotidien dans la création de startups, d'entreprises en innovation, et j'ai une casquette d'expert en produits au sein de Semia. Voilà, donc mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur tous les volets de la création de start-up, mais en particulier sur les sujets qui touchent la stratégie de développement de leurs produits. Donc, on va parler technique, on va parler design, on va parler embauche, recrutement d'ingénieurs, développeurs, graphistes, on va parler stratégie produit, roadmap, planification, plein de choses de ce type-là. Et bien souvent, en fait, j'aborde cette question de comment est-ce qu'on passe d'une idée à un produit. Rapidement sur Semia, qui on est. Donc, on est une structure associative. On existe depuis 20 ans. On est un incubateur de start-up. On est aujourd'hui présent, basé à Strasbourg, mais également présent sur Mulhouse, Metz, Reims et Charleville-Mézières. On accompagne 200 startups actuellement dans tous les domaines. On est vraiment généraliste. Et si je devais résumer notre mission, je vous dirais qu'en fait, notre rôle, c'est de vous aider, vous, à réduire votre risque, pris étape par étape dans la création de votre entreprise innovante, grâce à du réseau, des moyens, des outils, etc., etc. Et donc, comme je vous le disais, à travers une équipe d'anciens d'entrepreneurs qui sont là pour vous accompagner. Euh, on rentre dans le vif du sujet. La question du webinaire va se dérouler en plusieurs étapes. Donc l'étape 1 que je vous propose de passer ensemble, c'est valider les éléments que vous avez découverts au contact de votre marché. Donc normalement, si vous êtes là, c'est très probablement comme une grande partie en fait des gens que je rencontre qui sont en création d'une startup, vous partez d'une idée de solution, vous partez d'une idée d'appli, que sais-je, de services, de prestations de services, de boutiques, ou voilà, vous avez en tête un projet précis qui est une solution. Et donc, ce que je vous demanderais de faire là pour l'instant, c'est de mettre cette solution de côté, de l'oublier. Et on va voir ensemble comment réaboutir à cette solution et la construire de façon beaucoup plus structurée. Donc la première question que vous devez vous poser pour ça, c'est est-ce que vous avez effectivement rencontré vos futurs clients, vos futurs utilisateurs? Donc c'est une question qui a déjà été traitée par Pierre dans le webinaire précédent. Je ne veux pas m'étaler dessus, mais posez-vous bien la question de est-ce que vous les avez rencontrés, est-ce que vous les avez correctement rencontrés pour apprendre ce que vous avez à apprendre à leur sujet. Donc si vous avez fait ça, normalement vous cochez la petite case donc dans la petite matrice que vous avez là devant les yeux qui s'appelle le Lean Canvas. Vous cochez la petite case Early Adopters en bas à droite. Et vous cochez peut-être même déjà la grande colonne segment de clientèle. Donc vous avez déjà identifié des grands segments de marché dans lesquels vous pouvez vous intéresser. Vous avez détecté un besoin, une envie. Ensuite, est-ce que vous avez correctement défini votre problème? Est-ce que vous avez compris
la problématique que rencontrent les gens que vous avez questionnés, interviewés, suivis, identifiés. Donc si c'est le cas, on coche ensemble la case problème. Vous allez remplir cette partie-là dans le Lean Canvas sans trop de soucis. Étape suivante, comment vos utilisateurs ont-ils résolu leurs problèmes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont déjà ce problème-là, ils l'ont peut-être en conscience, c'est peut-être quelque chose dont ils ont conscience aujourd'hui. Et si c'est le cas, est-ce que en fait, ils ont déjà identifié une solution alternative? Donc, ça peut être des solutions de briques et de broc. C'est pas forcément de la concurrence, c'est pas forcément, ça peut l'être, mais pas forcément. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autre manière de régler le problème identifié? Cette solution alternative étant imparfaite, elle n'est pas très rapide, elle génère du stress, voilà, elle peut avoir plein de défauts, mais elle a des défauts, mais elle est existante. Il faut en tenir compte. Et ça veut dire qu'on va vouloir instaurer un changement dans la tête des gens. Voilà, on va vouloir les faire passer d'une habitude à une autre. Et ce processus-là est toujours très compliqué. Dernière question qu'on va se poser, c'est quelle est votre proposition de valeur? Donc, est-ce que vous avez identifié une proposition de valeur unique? C'est-à-dire, est-ce que vous savez dire ce que vos clients de demain vont percevoir de positif à l'usage de votre solution, de votre prestation, quoi qu'il en soit? Vous allez peut-être identifier que vos utilisateurs gagnent du temps, ils gagnent de l'argent, ils gagnent un peu des deux, parce qu'ils gagnent du temps, ils gagnent de l'argent. Est-ce qu'ils vont gagner en sérénité dans leur travail? Est-ce qu'ils vont gagner en notoriété parce que vous avez un outil ou un produit qui sert à ça? Ils vont gagner en image parce que vous vendez des produits qui ont attrait à leur image, des vêtements, peu importe, du maquillage, des choses comme ça. C'est des choses qui vont avoir un impact sur leur vie et vous devez l'avoir identifié. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est valider cette proposition de valeur, parce que cette proposition de valeur aujourd'hui, elle est hypothétique. Vous l'avez peut-être identifiée ou pré-identifiée, mais vous vous posez la question, est-ce que cette proposition de valeur-là, elle est juste? Donc, pour la valider, il y a un premier conseil qu'on peut vous donner plutôt, qui est hyper important, c'est communiquer très très tôt sur cette proposition de valeur-là. Est-ce que vous êtes en capacité de contacter, de joindre vos clients, vos utilisateurs de demain à travers des réseaux sociaux, un site internet, à travers des emails, à travers du téléphone, peu importe? Est-ce que vous pouvez les contacter pour leur soumettre cette proposition de valeur-là à travers, encore une fois, un email, à travers un questionnaire en ligne, par téléphone, une rencontre en physique, peu importe. Et vous allez apprendre, voir si effectivement cette proposition de valeur-là est juste et si elle les intéresse. L'objectif de cette démarche, c'est d'obtenir ce qu'on appelle des marques d'intérêt. C'est-à-dire que les gens vont commencer à vous témoigner de l'intérêt pour cette proposition de valeur-là, pour le fait que vous allez leur dire, moi, je peux vous faire gagner, ça vous intéresse, je peux essayer de vous faire gagner du temps dans votre travail. Les gens vont être intéressés. Donc, est-ce qu'ils sont véritablement intéressés? Si oui, ils vont vous laisser, ils vont vous dire, on se recontacte par téléphone, par email, voilà. Donc, vous allez obtenir des contacts en B2B, en B2C, via Internet, des emails. Vous allez proposer une inscription à une newsletter, par exemple. Vous allez capter des emails. Vous allez capter des numéros de téléphone, des cartes de visite, peu importe. Ça va être des marques d'intérêt plus ou moins fortes pour ce que vous proposez à vos clients de demain de gagner. Et là, en général, vous allez me dire, c'est quand même très étrange parce que je ne peux pas vendre ce que je n'ai pas. C'est très difficile. En anglais, il y a une citation que je vous ai mis dans la slide qui dit fake it until you can make it. Et donc, vous allez me dire, je peux pas vendre quelque chose que j'ai pas, je peux pas vendre du vent. Et donc, c'est là qu'on en arrive à cette fameuse question de la solution. Est-ce que on peut identifier ou pré-identifier une solution au problème qui a cette proposition de valeur que vous avez identifiée ou pré-identifiée? Et donc, le fait d'identifier, de vraiment définir cette solution-là va faire le pont entre la colonne problème et la colonne proposition de valeur unique dans votre matrice, et tout va devenir petit à petit, va devenir logique. Le problème sera clair, la proposition de valeur sera claire et validée, et la solution ne sera pas une solution que vous allez imaginer vous-même, c'est une solution que vous allez imaginer au contact de vos utilisateurs. Et pour faire ça, il y a un processus tout simple qui s'appelle la boucle de feedback dans laquelle vous allez devoir entrer.
La première étape étant celle de l'apprentissage, qui est la période par laquelle vous venez de passer. Vous venez d'apprendre plein de choses en rencontrant des gens, en les questionnant sur leurs problèmes et la proposition de valeur. Et donc, ce qu'on va traiter dans le webinaire ici, c'est la question de la construction d'une solution. Et là, Chloé, je pense que je te rends la parole. Si tu es encore avec moi. Oui, j'avais juste plus le son, mais je suis encore. Ouais. Normalement, c'est tout bon. Si tu veux, je relance vite fait la vidéo de mon côté pour vérifier où on en était exactement, mais je pense qu'on a fait la boucle. Ouais, je suis dehors. Oui, écoute, ça va le faire. Ça va le faire? Ouais, nickel, nickel, nickel. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Quelle est la solution qu'on peut concevoir pour arriver à tisser ce lien? Alors, je ne vous l'ai pas mis là, mais il y a un lien naturel dans cette matrice entre le problème, la colonne problème à gauche et la colonne proposition de valeur unique au centre. Et le lien entre ces deux éléments-là, c'est la solution. OK. Cette solution, elle reste encore à imaginer. Vraiment, je vous incite fortement à ne pas partir sur une idée préconçue de la solution et d'essayer de l'imaginer avec votre marché. Et c'est ce qu'on va essayer de voir là ensemble. Donc, pour arriver à faire ça, pour arriver à co-construire une solution avec votre marché, avec vos premiers utilisateurs, vos early adopters, il faut rester dans la dynamique qui vous a déjà été présentée hier par Pierre, dans le cadre de la découverte du problème, la validation du problème, d'un début de solution. Et pour arriver à faire ça, on entre dans ce qu'on appelle la boucle de feedback. La boucle de feedback, vous en entendrez parler dans un bouquin très connu, j'aurais pu d'ailleurs mettre la référence, j'ai zappé, mais un bouquin dont on parle très souvent si vous venez sur un Startup Weekend, c'est le bouquin sur la méthode Lean, Lean Startup, que vous allez pouvoir acheter où vous voulez, où il est encore facilement trouvable, et qui va vous décrire en fait le fonctionnement de cette boucle de feedback. Donc dans la boucle de feedback, il doit y avoir un point d'entrée, forcément. Ce point d'entrée, là, dans votre situation, vous avez appris quelque chose. Donc ça va être cette étape-là, l'étape learn, l'étape d'apprentissage. Vous venez d'apprendre au contact de vos utilisateurs, vous venez d'apprendre, de découvrir une problématique. Donc c'est votre première étape, c'est votre point d'entrée. Okay. Maintenant, l'étape 2, l'étape suivante, qui est vraiment une étape importante et obligatoire, c'est, à un moment donné, on vient d'apprendre quelque chose. Sur cet apprentissage-là, il faut construire quelque chose. Donc, on va chercher à préparer la construction du produit. Alors, j'ai juste le téléphone qui sonne. Hop, excusez 2 secondes. Je vais le raccrocher. Voilà. Hop. Donc, on va chercher à préparer la construction de votre produit. Pour préparer la construction de votre produit, il y a un autre concept dont on va parler qui va vous intéresser. Décidément, je suis navré. Qui va vous intéresser, c'est le MVP. Donc le MVP, ça se traduit par Minimum Viable Product, qui est un concept très, très connu dans les startups. Il y a une enfant de 3 ans chez moi, je suis navré. Minimum Viable Product. Moi, je préfère parler d'autre chose.
c'est vers ça que je vais essayer de vous emmener, c'est le maximum value product. Donc en fait, la différence entre les deux, euh, euh, il va être difficile pour vous de vous lancer si on commence à parler d'un produit minimum viable. Produit minimum viable sous-entend que vous allez faire un minimum de travail pour porter le produit sur le marché, donc au sens où vous allez pouvoir commencer à le vendre, c'est ce qu'on va vous dire. En fait, là, moi, j'ai plutôt sur la traduction maximum value product, j'ai plutôt une approche centrée sur l'utilisateur, où je vais vous dire, et c'est ce que je vais vous expliquer après, il faut rester centré sur l'utilisateur pour que l'utilisateur perçoive un maximum de valeur dans votre produit. Et finalement, qu'il soit viable ou pas au départ, vous allez le construire avec vos utilisateurs et avec votre marché. Bon, j'espère que ce concept-là est compris. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra revenir dessus par la suite, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est de construire le voyage de votre utilisateur. Donc, vous allez commencer à écrire votre utilisateur, il vit quoi, il fait quoi. Donc, c'est ce que vous avez commencé à faire avec Pierre aussi. Comprendre vraiment, j'ai vu qu'il vous a parlé des concepts de shadowing, choses comme ça. Vous allez chercher à comprendre comment votre futur client se comporte et on va essayer là-dessus de venir greffer le parcours de votre client dans votre produit ou service. Okay, que ce soit un produit physique, que ce soit un produit digital, que ce soit un service que vous allez lui rendre, donc une prestation de service, vous allez écrire par quel parcours vous voulez le faire passer. D'accord, les différentes étapes, les grandes étapes par lesquelles il va passer. Je vais même insister sur cette question de la prestation de service pour démystifier aussi un sujet. J'ai eu quelqu'un au téléphone hier d'ailleurs à ce sujet-là assez longtemps qui lance dans le cadre d'un programme d'accompagnement régional, qui lance une prestation d'expertise en plasturgie. Bref, je vous passe les détails. Mais le sujet, c'est où est mon produit si je fais une prestation de service et est-ce que j'ai intérêt à monter? Est-ce que finalement le parcours de mon client est mon produit? Oui, vous allez même pouvoir, dans le cas d'une prestation de service, écrire un produit de cette façon-là. En fait, vous allez écrire une méthode et c'est la méthode qui va devenir votre produit commercialisable. Donc même là, il y a un parcours dans le sens où il y a une méthode. Okay. Autre petite astuce, là, il faut vraiment le prendre comme une astuce, ça dépendra vraiment de comment vous voyez comment vous êtes à l'aise avec ça ou pas. C'est ce qu'on appelle les user stories. Donc en fait, une user story, c'est une phrase que vous allez pouvoir écrire qui va vous aider à structurer votre démarche et qui se décompose en 3 éléments que je vous ai mis sur la slide. En tant que qui, je souhaite ou je dois faire quoi afin d'atteindre un objectif. Ok, donc là, à vous de combler les trous. Le fait de passer par cette étape, si vous êtes dans une phase un peu complexe de design de votre solution, de compréhension de comment votre produit doit fonctionner et peut fonctionner, d'accord, le fait de rédiger une liste de petites histoires va vous aider à structurer cette démarche produit-là. Et c'est d'autant plus important pour une étape qu'on verra par la suite si vous sous-traitez le développement de votre produit. D'accord? Gardez ça très fortement en tête. Si vous rentrez dans la sous-traitance de votre produit, cette étape-là de rédiger des petites histoires qui racontent ce qui se passe dans votre produit en tant que, donc je sais pas, je vais vous donner un exemple. En tant qu'utilisateur, je sais pas, vous faites une plateforme je sais pas, pour des étudiants, pour des lycéens. En tant que lycéen, je souhaite accéder à mes cours de la veille afin d'apprendre ma leçon et la restituer à mon professeur. J'en sais rien, ça pourrait être une idée, ok? Donc vous allez rédiger votre histoire, la liste des histoires qui vont vous aider vraiment à concevoir le produit sur lequel vous allez travailler par la suite. Élément suivant, c'est la maquette.
Donc là, on va pas s'éterniser sur la maquette. Vous avez un petit exemple sur la slide. Donc là, c'est un exemple dessiné pour un logiciel, pour une appli. La maquette peut être un dessin 3D si c'est un objet physique. La maquette peut être une version projetée d'un projet, je sais pas, on a chez nous un projet d'aménagement urbain. La maquette serait les plans projetés in situ de cet aménagement-là. Ok, c'est une version non aboutie, dessinée de votre projet final. Je vous ai également mis là un petit truc auquel je tiens, une vidéo à laquelle je tiens. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a un autre moyen de faire une démonstration de quelque chose qui serait trop cher, trop compliqué, trop complexe. C'est la vidéo de démo. Donc c'est un MVP donc ce qu'on appelle un MVP low fidelity, de basse fidélité, mais ça va vous aider à projeter votre utilisateur dans quelque chose de beaucoup plus scénarisé. Donc, si vous êtes à l'aise avec la vidéo, vous voulez vous y essayer et que vous voulez projeter votre utilisateur dans une expérience animée, ça peut être une solution. Et en fait, alors je vais vite vous passer la vidéo, mais vous allez voir on va passer vite dessus, on va pas la laisser parce qu'elle est très longue, mais une entreprise que vous connaissez très bien, qui est passée par là. Donc la société en question, c'est Dropbox. Son fondateur, Drew Houston, je vous mets le son. Je sais pas si vous avez le son ou pas. Mais en fait, Drew Houston, petite histoire, quand il a travaillé sur Dropbox, donc Drew Houston, le fondateur de Dropbox, est ingénieur informaticien, et il imagine Dropbox, mais n'a pas les moyens financiers et physiques de développer Dropbox. Il n'est pas assez riche, et parce qu'il lui faut des ordinateurs, des centaines, des milliers, pour arriver à stocker tous les fichiers de ses futurs utilisateurs, et il n'a pas les moyens de faire ça. Donc il travaille sur la solution et il se rend compte qu'en fait personne ne lui fait confiance parce qu'il n'est pas capable de montrer ce que ça va donner. Et donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, vous ne le verrez, faut vraiment être très attentif pour le voir. Mais en fait, cette vidéo n'est rien d'autre qu'une simulation du fonctionnement de Dropbox. Il fait juste semblant que les trucs se passent à l'écran. Il assemble des choses. Il commente en même temps ce qu'il fait sur la vidéo. Et il rend le truc réel comme ça, donc l'histoire raconte, j'étais pas là à ce moment-là, mais l'histoire raconte qu'en publiant cette vidéo sur une page web dédiée, il est arrivé à faire comprendre aux gens ce dont il parlait, et il est arrivé à obtenir des marques d'intérêt assez nombreuses pour aller derrière. Pour le coup, on est aux États-Unis, hein, il faut aussi préciser, c'est pas la même culture, mais il est allé chercher de l'argent pour arriver à développer son projet. Ok. On continue. Euh, Étape suivante, étape 4, vous allez devoir choisir comment fabriquer votre produit. Donc, alors j'ai rajouté cette étape parce que je pense qu'elle est importante. Ça dépendra vraiment c'est ce qu'on va voir là, ça dépendra vraiment de votre profil, du projet que vous portez, des compétences que vous avez en lien avec ce projet-là. Euh, je pense que c'est vraiment indispensable qu'on passe par une étape de choix de comment fabriquer son produit avant de passer clairement à la production, quoi. Donc, la première possibilité, vous avez, alors là, dans le cas d'une appli, vous avez les compétences pour développer votre appli. Ok. Vous êtes, je sais pas, vous êtes ingénieur informaticien, vous avez les compétences pour taper un peu de code, ou vous avez envie d'apprendre, pourquoi pas, ça m'arrive aussi de croiser des gens qui ont envie d'apprendre cette compétence-là. Bon, là, je le prends dans le cas, effectivement, d'une appli, mais si on sort du contexte d'une appli, est-ce que vous avez les compétences productives pour développer votre produit vous-même? Ok, ça peut être une première possibilité. Si vous êtes dans ce cas-là, soyez vigilant à un réflexe qui est assez systématique dans le fait de produire soi-même. C'est un effet tunnel, quoi. En gros, vous allez travailler, vous allez faire le produit tout seul, vous allez faire que ça.
sans jamais sortir de votre cave. Et du coup, le jour où vous sortirez avec un produit abouti, le produit sera pas bon. Donc, redites encore une fois par rapport à ce qui a été dit hier, probablement par Pierre, même je pense à plusieurs reprises, restez au contact constant de vos utilisateurs. Et si vous êtes vous-même développeur de votre appli, votre objet connecté, votre produit de, je sais pas, de design ou de, j'en sais rien, ou votre magasin de vélo par exemple, euh, est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de faire des choix sur le design de votre produit et la façon de le concevoir un peu trop rapide et vous ne devriez pas retourner à un moment donné poser des questions à vos futurs clients, vos futurs utilisateurs. La deuxième possibilité, c'est la sous-traitance. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La sous-traitance est une façon de produire ou pour le coup de faire produire sa solution qui est très 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 fréquente. Alors je vais être très clair avec vous. La sous-traitance est quelque chose de quand même relativement risqué. Surtout si vous le faites pour la mauvaise raison, à savoir le fait d'acquérir rapidement des compétences. Très souvent, je crois des entrepreneurs qui démarrent et qui me disent je suis allé voir une agence pour faire fabriquer mon produit, une entreprise, un bureau d'études, peu importe, et ces gens-là ont fait mon produit, vont faire mon produit en tant de semaines de travail, ça va me coûter tant. Voilà, ils ont toutes les équipes, les ingénieurs, les designers, les experts de ci, les experts de ça, pour faire le produit parfait. En fait, la sous-traitance ne vous sert pas à acquérir une expertise, elle vous sert à acheter du temps. Vous allez acheter du temps disponible. Effectivement, une entreprise comme un bureau d'études, une agence informatique, en développement informatique, peu importe. Bon, il y a plusieurs personnes dedans. Vous allez acheter une capacité productive à la journée plus forte que si vous êtes tout seul sur votre projet, ça c'est sûr. En revanche, soyez toujours vigilant et restez toujours dans le vrai pilotage du développement de votre solution. C'est quelque chose que je vois malheureusement assez rarement. On délègue l'expertise à l'agence et on laisse l'agence faire des choix d'experts à votre place sous prétexte que moi je ne sais pas faire d'appli. Donc c'est les autres qui vont faire ces choix-là à ma place. En l'occurrence, c'est un très mauvais réflexe et vous avez trop de risques derrière d'avoir un produit qui ne correspond pas à vos attentes réelles et surtout pas aux attentes de votre marché que vous allez découvrir petit à petit et qui sont mouvantes. Parce que vous allez vous-même apprendre petit à petit des besoins de votre marché. Donc j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur dans la compréhension de ça. Je sais que je me fais pas toujours des copains en expliquant ça, mais malheureusement, à force de le voir, je vous assure que c'est assez systématique et qu'il y a un vrai risque là-dessus. La troisième et la dernière possibilité quant au développement de votre produit, qui est une solution assez neuve et qui est vraiment en train d'exploser du point de vue du développement d'une appli. Là, je suis très clair, on parle vraiment pour le coup que de développement d'appli. On est vraiment très là-dessus. C'est la tendance du code et du no-code. Donc en gros, on vit une période merveilleuse où le métier de développeur web, mobile, peu importe, est en train de vivre une mutation énorme où en fait, en gros, on vient de traverser des années et des années d'embauche d'ingénieurs par paquet de 12 parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre-là. On en aura toujours besoin, je vous rassure, mais le métier va changer énormément parce que toutes les tâches simples de création liées à la création d'une appli, en gros, vous voulez faire une appli où il n'y a que de l'entrée-sortie de données, bah ça, c'est en train de devenir une banalité, quelque chose de l'ordre de la commodité, et vous allez pouvoir le faire avec des outils sans même taper une seule ligne de code, sans même apprendre. Donc je vous en donne deux exemples de plateformes. Il y en a, vous chercherez, mais il y en a plein.
Enfin, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas encore des centaines, mais ça va pas tarder à arriver. La première, la plus connue, la plus pratiquée, avec une communauté très forte et qui a levé d'ailleurs beaucoup d'argent récemment là-dessus et qui marche vraiment, c'est Bubble.io, qui vous permet de faire des applications web principalement, mais aussi mobile. Bon, c'est moins adapté au mobile, mais des applications web sans trop de problèmes. La deuxième possibilité, c'est suncable.com, qui va vous permettre de faire de l'application mobile, pour le coup, sans taper une seule ligne de code. Donc ça veut dire quoi? Vous allez avoir des outils, une interface pour cliquer, glisser des éléments sur votre zone de travail, des boutons, des zones de texte. Vous allez avoir un espace de travail logique, donc il faudra quand même avoir une approche un peu logique, un peu mathématique de la chose, hein, ça demandera un effort, mais vous n'allez pas devoir passer par cette étape douloureuse que demande cette histoire de self-coding, d'apprendre un nouveau langage, mais souvent pas un, deux, trois, et vous former à des outils, etc., etc. Donc ça, c'est une étape très compliquée qui est en train de devenir une commodité grâce à ces outils-là. Ok. Je continue. J'essaye de pas trop traîner parce que, comme vous l'avez compris, c'est bien dense. La troisième et dernière étape alors pas la dernière, on va revenir sur l'étape learn tout à l'heure, vous verrez. Mais l'étape suivante de la boucle de feedback, c'est donc l'étape de mesure. On va vouloir mesurer nos résultats. Ok. Donc en fait, on va vous suggérer là de traquer l'utilisation de votre produit ou service. Donc, alors j'en discutais avant le webinaire avec Chloé au téléphone. C'est là que aussi, encore une fois, très souvent, c'est des choses que les entrepreneurs, les first-time entrepreneurs, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat oublient. Moi-même, je l'ai oublié assez longtemps au départ, avant de m'en rendre compte, c'est de vraiment mesurer étape par étape le niveau de résultat que vous obtenez dans le fait de délivrer un produit ou un service à un marché. C'est valable pour une appli, pour un site web, c'est valable pour un produit connecté, c'est valable pour une boutique en ligne, c'est valable pour une gamme de produits cosmétiques, design, c'est valable pour tout. Pensez à réfléchir comment vous allez mesurer le résultat de ce que vous proposez à votre marché. Donc pour ça, au départ, il y a un truc qui marche super bien et qui est tout simple, et ça reste une solution idéale, et on n'est pas en train de vous raconter des trucs compliqués. C'est forcément les entretiens utilisateurs, une fois de plus, encore et toujours, vous allez me dire encore ça. Mais oui, on en fait beaucoup, il faut en faire beaucoup, et il y a plusieurs étapes et plusieurs contextes dans lesquels on peut faire ces entretiens utilisateurs. Bah là, c'en est une. On peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à rencontrer une entreprise qui utilise votre service, qui est passée par votre prestation de service ou l'utilisation de votre produit, et poser les 2-3 bonnes questions qui font qu'on s'assure que ok, tout s'est bien passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. etc. Un autre outil qui peut aussi être utilisé dans plein de contextes différents, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. C'est rien d'autre qu'une évaluation de votre niveau de satisfaction client de 0 à 10. Donc en gros, le client vient de quitter vient d'utiliser votre produit, ou il l'utilise depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. À vous de voir quand et comment vous allez présenter ce questionnaire, mais à un moment donné, vous allez lui poser la question, ok, dis-moi, quel est ton niveau de satisfaction entre 0 et 10? Est-ce que tu es content un petit peu? Pas du tout. Tu carrément pas content du tout? Est-ce que tu es super satisfait? Une simple évaluation de 0 à 10, ça peut devenir très vite un indicateur clé. On le devine assez facilement dans le fait de savoir si on adresse le bon produit, le bon service à la bonne cible. Ok. Quelle heure est-il? Ah, je vais peut-être presque tenir dans la demi-heure, je sais pas, presque. Donc une fois qu'on a mesuré, on a appris en mesurant que y a peut-être des trucs qu'on peut faire mieux. On a fait des entretiens, on a mesuré le niveau de satisfaction avec le NPS,
Et donc là, on va se dire quelles sont les conclusions qu'on va en tirer. Donc forcément, on va chercher à identifier les points d'amélioration du produit ou service. On va se dire, tiens, à quel endroit je pense que là, je peux vraiment améliorer le petit bout de quelque chose que j'ai déjà conçu, que j'ai déjà proposé à mon marché. Ok, donc vraiment des points d'amélioration. C'est vraiment le point le plus important. Qu'est-ce que je veux améliorer avec ce que je viens d'apprendre, ce que je viens de mesurer. Autre étape importante, une fois qu'on se dit, tiens, si je veux améliorer des points précis de mon produit, je vais forcément, si vous avez fait vous avez raconté les petites histoires, vous avez écrit vos petites histoires du départ, je ne sais pas si vous en souvenez, les fameuses user stories, vous allez les mettre à jour. Vous allez voir si elles sont bien écrites, si elles sont, vous les avez peut-être priorisées, vous avez fait une liste dans l'ordre, je veux d'abord faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Vous allez les mettre à jour, forcément. Et là aussi, vous comprenez que, alors je ne l'ai pas précisé, ouais, je voulais préciser tout à l'heure, je l'ai zappé, mais dans le cas de la sous-traitance, là, on comprend très bien que la sous-traitance peut représenter un problème. Parce que dès que vous allez vouloir mettre à jour vos stories, si l'agence n'a pas ou le bureau d'études, ou peu importe, l'entreprise à laquelle vous avez sous-traité le développement de votre produit n'a pas la méthode de travail adaptée pour vous permettre de changer tout ou partie de votre produit, vous allez en fait perdre du temps et en fait votre produit sera jamais adapté aux besoins de votre utilisateur. Je vais juste vous demander 2 petites secondes. Il y a ma fille qui fait des histoires. Me revoilà. Donc il va falloir mettre à jour vos user stories. On passe à la suite. Ensuite, vous allez peut-être vouloir en ajouter de nouvelles. Donc là, pourquoi je vous ai précisé ça? Parce que le but, c'est pas d'en mettre trop au départ, c'est d'en mettre juste. Le but, vraiment, quand on démarre un projet, je vais revenir sur ça plus tard, mais le but là, c'est vraiment pas d'ajouter trop de travail au travail. Restez vraiment centré sur ce que vous avez déjà identifié. Et quand vous ajoutez une nouvelle idée à votre liste, dites-vous bien, ça fera quelque chose de plus. Est-ce que c'est véritablement nécessaire? Est-ce que ça vient véritablement de ce que j'ai appris? Est-ce que c'est vraiment mes utilisateurs qui ont demandé ça ou pas? Donc, vous pouvez en ajouter des nouvelles, mais attention, avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Et on arrive presque au bout, donc je pense que je vais tenir, on a commencé à peu près à écart, je crois, hein, donc je vais à peu près tenir le timing. Donc j'avais encore quelques conseils, c'est un peu des redites de ce que je viens de vous dire, mais quelques conseils avant de partir. Vraiment, n'ayez pas peur d'aller vite sur le marché. Aller vite sur le marché, ça veut dire parler de votre projet. Ça veut dire d'une façon ou d'une autre, ne restez pas trop longtemps enfermé chez vous, à vous dire il faut que je prépare le produit parfait, la prestation parfaite, vous allez faire des erreurs, vous allez en apprendre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas bien, mais laissez-vous ce droit de faire une ou deux bêtises au départ pour corriger les choses, parce que le fait de vous confronter au marché tôt vous permet de devenir bon aussi beaucoup plus tôt et de répondre beaucoup mieux aux attentes de votre marché. Deuxième conseil d'une importance capitale, et c'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure, ne faites rien d'autre qu'un produit simple. Faites quelque chose le plus simple possible, peu de fonctions, peu de, peu de process dans le process. Restez vraiment sur quelque chose de fondamentalement simple. N'imaginez pas que c'est en voulant faire tout pour votre client que vous allez le satisfaire. Vous allez satisfaire votre client en répondant exactement à ce qu'il cherche et à ce qu'il demande.
Ensuite, partez à la recherche du produit parfait. Donc ça va en fait finalement avec la remarque que je vous ai tout à l'heure. Il va vraiment falloir partir à la recherche du produit parfait. C'est-à-dire qu'à force de chercher le produit, la fonctionnalité exacte que votre utilisateur veut, vous devez vraiment vous mettre dans une disposition où le produit que vous concevez doit répondre parfaitement aux attentes du client. Et je vais le redire, le produit parfait, c'est pas un produit qui fait tout. C'est un produit qui fait les 2 ou 3 fonctions dont vous avez besoin. Pour ça, vous allez devoir devenir en fait finalement hyper empathique. Vous allez devoir vous recentrer sur les utilisateurs. Je suis toujours là. Vous allez devoir devenir hyper empathique envers vos utilisateurs et vraiment chercher à répondre avant tout à leurs envies et leurs besoins et pas faire autre chose. Je me répète, laissez les utilisateurs guider votre produit et ne décidez pas à leur place de ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie. C'est d'une importance capitale pour que ça marche vite. Voilà, je suis arrivé à peu près au bout. Si vous avez des questions, je reste dispo. On a un peu de temps pour discuter encore. Je ne sais pas combien de temps tu avais prévu, Chloé, mais on peut prendre un petit temps pour échanger là. Oui, dans l'idée de départ, c'était une demi-heure pour pouvoir tenir à peu près en 1 heure. Après, comme les autres jours, on continue tant que vous avez des questions et on essaye, on essaye d'aller à l'essentiel. Mais du coup, une remarque de Cynthia qui dit il faut surtout être empathique avec la petite. Ouais, ça c'est compliqué. On précise qu'elle n'est pas abandonnée et que quelqu'un s'occupe d'elle, il me semble. Non, oui, il y a sa maman qui s'occupait d'elle, tout va bien. Alors, quelques questions qui ont déjà été posées. Donc, je parle sous le contrôle des personnes qui ont posé leurs questions parce que j'ai essayé de reformuler un peu. Donc, pour quelqu'un qui souhaite créer un site internet pour valoriser son activité d'expertise technique, simulation, calcul, ce genre de sujet, la question c'était est-ce qu'on peut commencer à contacter les clients potentiels et à partager son site internet avant d'avoir créé sa structure officielle? Et moi, je vais un peu plus loin dans la question sur quel type de test est-ce que tu conseilles de faire et jusqu'où est-ce qu'on va dans le test de nos contrats et de notre prestation avant d'envisager la création officielle. C'est très très compliqué de répondre à ça parce que en fait, la diversité de vos projets, j'imagine bien que vous avez tous des projets qui se ressemblent à peu près pas, donc je vais pas pouvoir faire une réponse générique qui répondra à tout le monde parce que ça dépendra bien sûr de la situation de chacun, tant sur le plan personnel que du projet. Néanmoins, je vais quand même rester sur une bonne pratique, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas hésiter à aller voir vos utilisateurs tôt, à commencer à travailler pour eux ou avec eux tôt. Est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler gratuitement? Chacun se fera son idée de ça, mais là, justement, sur la rémunération, c'est un point sur lequel j'ai du mal à répondre parce qu'en fonction de votre projet, de qui vous êtes, de votre situation, c'est plus ou moins facile. Dans certains cas, je vais vous dire bien sûr, par exemple, vous faites, je prends l'exemple de la startup générique type qui fait une appli bête méchante, données qui rentrent, données qui sortent. C'est une fois qu'on a dit qu'on fait des choses simples qui coûtent pas trop cher, on peut très bien se dire bah on va faire des choses sans les faire payer au départ et si ça marche, on les fera payer par la suite. Si vous êtes dans quelque chose de plus complexe, évidemment qu'il va falloir réfléchir avant de travailler gratuitement et faire ça avec délicatesse. Donc ça pose la question, je crois que c'est la deuxième partie de la question, la dimension contractuelle. Là encore une fois, c'est assez difficile d'apporter une réponse générique.
Dans certains cas, le contrat n'est pas un détail, évidemment, il faut toujours un contrat pour commencer à travailler, ou un cadre formel, un cadre légal, mais il y a des contextes où ce sera plus facile que d'autres, et de commencer à travailler sans trop réfléchir, alors que d'autres, on va se dire, non, si là j'ai pas un contrat, je peux pas commencer à bosser. Donc ma réponse est un peu mi-figue, mi-raisin, je suis navré, j'ai pas de réponse radicale là-dessus. Si je peux rajouter autre chose, c'est que dans la liste des bonnes raisons qui vous amènent à monter la boîte, donc vraiment à aller au tribunal, à déposer les statuts et à dire voilà, je crée l'entreprise, euh, il y a, donc, on peut faire une liste et une des premières raisons pour lesquelles on va être obligé forcément de monter la boîte, et ça va être un bon indicateur pour dire que c'est le bon moment de monter la boîte, c'est parce que vous avez un premier client. Et si ce premier client, parce que la prestation le demande, ou parce que c'est voilà, vous êtes dans un cadre qui rend ça obligatoire, bah, vous allez être obligé de monter la boîte, bah, faites-le, vous posez pas de questions, faites-le, et faites rédiger les contrats en bonne et due forme à ce moment-là, et travaillez proprement et sereinement. Je sais pas si ça répond à la question, mais j'essaye d'apporter une réponse la plus claire possible là-dessus. Si les réponses qui sont données vous satisfont pas tout à fait, n'hésitez pas à préciser encore les choses dans le chat. À compléter, ouais. Un élément de réponse que j'ai peut-être, ça me fait penser à un exemple que j'ai découvert, je crois, au premier Startup Weekend où j'ai participé. Un conseil qu'on nous a donné, c'était de dire sur votre site internet, allez-y, mais osez presque le bluff absolu de faire comme si vous aviez déjà tout qui fonctionne, comme si vous avez déjà votre entreprise de créer et que vous êtes déjà prêt à faire des prestations. Alors, après, là, ça dépend forcément aussi du domaine dans lequel vous êtes. Il y en a qui affichent leur prix, il n'y en a pas. Mais si vous êtes dans un domaine où les prix sont affichés, bah, affichez votre catalogue, affichez vos prix. Allez jusqu'à donner un bouton commander aux personnes. Et c'est après le bouton commander que vous mettrez un super, merci, vous avez participé à mon étude de marché. Si l'engouement, votre engouement se confirme avec d'autres personnes, je vous assure que d'ici quelques mois, l'entreprise sera lancée. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées. Et comme ça, vous aurez vraiment eu le parcours usager avec la personne qui a pris en compte votre produit, votre prix. Et là, le clic, ça dit qu'elle était prête à payer et ça confirme les choses, quoi. Je vais compléter, je vais aller dans ton sens, mais c'est quelque chose qu'on dit assez souvent. Et dans la catégorie des trucs un peu osés, qu'on n'ose pas toujours faire d'ailleurs, justement, il y en a une petite liste des trucs qu'on peut essayer pour voir pour tester si la prestation est bien, si le produit est bien, etc. Et alors, vous regarderez, j'ai parlé tout à l'heure du MVP. Bon, la présentation là, il y avait beaucoup de jargon et de nouveaux termes pour certains d'entre vous peut-être. Mais essayez de vous les noter quelque part, ces mots-là, parce que c'est des mots qui vont après vous ouvrir vers d'autres concepts. Et sur le concept du MVP, si vous êtes curieux, vous irez voir. Il y a sur certains sites, vous trouverez des classifications des différents types de MVP. Et ce que tu décris là, c'est un type de MVP spécifique où effectivement on peut faire semblant que le produit déjà laisse l'utilisateur accéder ou faire comme s'il accédait au service. Et en fait, finalement, à la fin, on lui dit, bah non. Alors là, tu peux lui dire, bah finalement, en fait, non, je sais pas, il y a une file d'attente avant de pouvoir utiliser ou profiter de mon service. Il y a effectivement la vision que tu donnes qui est de dire, en fait, finalement, c'est une enquête. Merci de vous être inscrit. On reprendra contact avec vous quand le produit est prêt. Donc voilà, il y a plein de petites façons différentes de formuler ce truc-là. Et les gens vous en voudront pas que le truc soit pas prêt. La plupart du temps, les gens le comprennent, quoi. Il y a pas de, donc vous pouvez oser faire ça sans trop de soucis. Normalement, ça ne pose pas de problème. David, je précise que ton écran bouge pas mal. Je sais pas si Pardon. de le stabiliser ou pas, mais Pardon. c'est pas très grave, mais voilà, ça me perturbe un tout petit peu quand même. Donc, suite à la question de tout à l'heure, il me semble, Adam dit, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'interdiction légale de publier un site de projet d'entreprise avec le nom, logo, service du bureau d'études avant la création officielle de l'entreprise. Donc non, il n'y a rien qui est interdit de lancer son site avant. Pas. Voilà.
Absolument pas. Tu peux créer un site internet en tant que personne physique et le jour où l'entreprise est montée, tu changes tout ça, tu rapatries le nom de domaine, je sais pas, sur le compte de la boîte, tu fais changer les mentions légales, mais il y a rien il y a pas de fin à ça. Ensuite, Cynthia demandait si tu avais des conseils de logiciels et outils gratuits pour faire une vidéo de démo. Ouais, mais alors ça c'est un autre conseil que j'aurais pu mettre dans la présentation. Euh, et en fait, ouais, en fait, je pense que c'est vraiment un truc que j'aurais dû mettre dedans. Parce que c'est quelque chose que, bizarrement, c'est un réflexe que les gens, je me rends compte, ont assez peu, les gens que je croise, mais pensez vraiment à faire des recherches sur Internet de tous les outils sympas pour faire des vidéos soi-même, pour faire des montages en 2 clics, et vous allez en fait vous rendre compte qu'il y a des outils, mais pour tout, quoi. Vous allez vraiment trouver des outils. Euh, Tout est déjà disponible sur Internet ou presque, quoi. Donc, avant de vous dire, tiens, je vais chercher une solution qui risque de me coûter cher, demandez-vous s'il n'y a pas un moyen détourné des fois sur Internet qui traîne d'arriver au même résultat pour faire des vidéos soi-même. Euh, alors là, s'il y a un truc qui s'appelle promo.com qui est pas mal. T'as les trucs genre vidéo, genre montage là avec des trucs d'animation. Ça s'appelle quoi? C'est Toonly, je crois, un truc du genre qui fait ça, qui est pas mal non plus pour faire des petits trucs de démo, mais sous forme de dessin. Le... Une plateforme à utiliser qui est ça, c'est le Canva aussi. Je sais pas si vous utilisez Canva, mais Canva c'est pour faire des mises en page. Et je crois qu'il y a un outil vidéo dedans. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'on peut faire de la vidéo avec maintenant. Donc, si je résume les outils, il y a Canva, il y a le premier dont tu parlais, c'est Promo. Je crois que c'est pas tout. Je vais essayer de les écrire. Toonly ou un truc du genre. Qu'est-ce que j'ai dit? Promo.com, je crois. Ok. Faudrait vérifier, hein, mais je crois que c'est. Je vais vous donner un autre. Mais franchement, faites les recherches et vous tomberez sur ces trucs-là, que ce soit vidéo, photo, montage, peu importe, vous allez en trouver un bon paquet, hein. Ensuite, alors on avait une question, mais tu me diras donc une question de Ali sur le statut à choisir pour son entreprise. J'ai déjà prévenu que, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, que ça dépend vraiment du produit et de la situation précise. Euh, alors, Mmh. je précise que dans les coachs pour samedi, on n'a pas d'experts comptables parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur les statuts à choisir, ce genre de choses. Du coup, je voudrais réorienter la question sur à quel stade et avec quelle personne ou quel type de prestataire est-ce que tu conseilles de se poser la question du statut de sa startup? Parce que moi, le gros truc que j'ai entendu, c'est ne commencez pas par vous poser cette question. Il y a plein de questions à se poser avant d'arriver à la question technique. Ouais, les statuts c'est un détail en fait. La forme de la société et tout, c'est un détail. Alors après, non, je viens de dire une phrase, mon Dieu, il faut pas que je dise ça. Les statuts ne sont pas un détail, mais plutôt la forme de la société, le choix de la forme de la société, etc. sont un détail. Ça doit pas vous obnubiler, c'est pas un problème. Euh, je n'ai pas les chiffres, je suis pas un expert en statistiques là-dessus, mais je pense que la majeure partie des entreprises, en tout cas des entreprises de ce type-là, sont des SAS, donc des SAS ou des SASU, la version unipersonnelle de la SAS. Dans plus de 90 voire 95% des cas, c'est cette forme d'entreprise-là. Mais je crois que j'ai du mal à comprendre la question. La question est orientée comment je choisis mon cabinet comptable, c'est ça? Non, moi, ce que je disais, c'était, enfin, pour orienter, alors je précise, parce qu'on en avait discuté ensemble, qu'un statut qui est beaucoup utilisé, un peu plus précis, c'est la SAS à capital variable. Oui. Et donc moi, la question, c'était plutôt, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent ces questions très tôt dans leur processus de réflexion. Et donc ma question, c'est, tu conseilles d'aborder cette question précise à quel stade de la réflexion de la création d'une startup et est-ce que tu conseilles d'aller plutôt chercher
une structure, je sais pas, type Vecteur ou Alsace Active, ou d'aller voir directement un expert comptable? Ou peut-être parce que c'est bien, on toque pas à votre porte n'importe comment, donc je dirais bien ça, mais À quel stade il faut se poser cette question au moment où le sujet création de l'entreprise devient impératif? On l'a dit avant, il y a une petite liste. Est-ce que je suis en train de signer un contrat avec un client? Si la signature, le client demande forcément une boîte, bah, on y va. C'est parti, on monte la boîte. Je dois embaucher, je monte la boîte. Je dois signer un partenariat, je monte la boîte. Voilà, il y a une petite liste comme ça qu'on peut faire. Je dois, je sais pas, signer un prêt, lever de l'argent, je vais monter la boîte. Et donc à ce moment-là, quand ça posez-vous la question. Évidemment que votre cerveau va mener, votre esprit, vous allez vous poser la question, tiens, je fais quoi? SAS, pas SAS, SARL, pas SARL. Et en fonction de votre projet, il faudra faire un choix. Tout ce que je vous dis, c'est que la plupart du temps, c'est une SAS ou une SASU si vous êtes seul. Pour monter une SASU, allez voir un expert comptable. Un expert comptable saura vous aiguiller. Choisissez votre expert comptable, soit par affinité, parce que c'est le copain de votre voisin ou que sais-je, et que il y a une affinité, et en général ça facilite un peu la discussion, et pour peu qu'il ait l'air à peu près bon, normalement ça devrait le faire. Mais en fait la comptabilité normalement n'est pas un problème, enfin ça devrait pas l'être. Tout le monde devrait le faire vraiment de la même manière. C'est le propre d'un expert comptable, c'est d'avoir appris comment est-ce qu'on fait de la comptabilité. Après, la petite différence, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans un secteur d'activité un peu pointu, avec des particularités, je sais pas, vous traitez à l'international et vous allez prendre un cabinet comptable qui a l'habitude de faire des artisans qui ne vendent que en local, ben forcément, quand il va falloir commencer à parler de facture, de traitement de facture à l'international avec de la TVA intra et des choses comme ça, et qu'il l'a jamais fait ou il l'a pas fait depuis je sais pas combien d'années, ou avec des histoires d'impôts, et là forcément ça va être un peu disqualifiant, mais enfin c'est des questions qui arrivent assez naturellement. Regardez un peu comment fonctionne votre cabinet comptable, quelle est l'expérience qu'il a, est-ce que le comptable il est sympa, et puis s'il est sympa, allez on signe quoi. J'ai l'impression de ne pas répondre à la question et ça me traumatise, mais si jamais je n'ai pas répondu à la question, n'hésitez pas à compléter, hein, parce que je ne sais pas comment répondre à cette question. Ali, moi j'ai le sentiment qu'on a répondu à la question. Est-ce que vous pouvez dire dans le chat si c'est le cas ou pas? Et sinon, je vous encourage peut-être, enfin, s'il y a des questions vraiment précises sur vos projets, je vous encourage du coup à vous inscrire. Julie, tu me dis, mais je pense qu'on peut encore laisser ouvert un peu le formulaire d'inscription pour les rendez-vous coach. N'hésitez pas à en profiter. Alors, bah, du coup, alors ça, c'est une question assez spécifique sur son projet. Barbara, je ne sais pas si on arrivera à répondre. Mais Barbara dit, j'ai lancé mon site internet dans le développement personnel, parcours de coaching, et pour l'instant, ça ne décolle pas. J'ai pourtant fait des focus group avec des utilisatrices, des interviews individuelles aussi, et j'ai adapté l'interface pour mieux répondre aux besoins, sans gros succès pour l'instant. Comment savoir comprendre ce qu'il faut changer? Je ne sais pas si tu arriveras comme ça à répondre, ou si... je sais que Barbara s'est inscrite pour un rendez-vous coaching, donc peut-être que ce sera un meilleur moment pour y répondre, mais si tu as déjà des éléments de réponse, ça peut être intéressant. Ouais. C'est une analyse qui mérite forcément de se pencher sur la question, et un peu plus qu'en 5 minutes. D'autant que je connais pas le site. Est-ce que c'est un site qui délivre quoi? Du contenu? Est-ce que c'est un site qui vend des fiches, des conseils? Faudrait voir déjà la plateforme. J'ai l'impression que j'ai contenu vidéo, audio, texte. Ok. J'ai l'impression que le site internet n'est rien d'autre qu'un médium dans ce cas-là. Enfin, c'est mon intuition. Je vais vraiment parler en ignorance de cause. J'ai l'impression que le site internet n'est rien d'autre qu'un médium, et que du coup c'est surtout une question d'acquisition. Est-ce que le trafic entrant est le bon trafic? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc ça pose la question du targeting de départ. Est-ce que j'ai ciblé les bonnes personnes au départ ou pas?
Si j'estime que j'ai ciblé les bonnes personnes, est-ce que ma compréhension, effectivement, donc là, ça pose la question qui est dit là dans la question. Enfin, c'est est-ce que la réponse aux besoins est la bonne? Donc c'est bon. En fait, il faut réfléchir étape par étape et voir. Il faut découper le problème global en sous-problèmes. Et pour aider là-dessus, c'est un truc que j'avais mis dans la présentation au départ, mais je l'ai enlevé parce que je trouvais que c'était trop dense et que ça rajoutait encore un concept de plus qui n'était pas forcément simple. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de réfléchir selon un framework. Je vous mets l'initiale, R, 2A, 3R, où on va réfléchir étape par étape dans le cycle de vie, dans justement le parcours utilisateur dont je vous parlais tout à l'heure, acquisition, activation, rétention, revenu, référence. Donc c'est les 5 étapes en question. Et ces 5 étapes vont nous servir à mesurer le niveau de résultat à chaque étape du produit. Et on va regarder quelles sont les actions menées sur cette étape-là et on va en chercher à en critiquer le résultat et voir comment est-ce qu'on peut augmenter la chose, améliorer le résultat. Je dis pas que ça va régler le problème, je dis que c'est une façon de réfléchir qui permettrait peut-être d'arriver à une conclusion un peu plus structurée. D'autant que si effectivement il y a un rapprochement, visiblement il y a pas mal de visites quand même par mois, 5000 visiteurs par mois, c'est un chiffre correct. Donc il faudrait voir effectivement avec cette méthode-là si on arrive à découper le problème et trouver le problème, un autre problème quoi en fait, s'il y en a un. Voilà, je sais pas quoi, j'espère que ça répond. Pareil. Moi, ça me fait me poser une question. On a, pour l'instant, vu la question, on a mis Barbara sur un rendez-vous avec Pierre samedi. Je veux juste valider avec toi. Je pense que Pierre aura des éléments de réponse aussi et des conseils à donner sur. Sur ça? Oui. Bah, probablement, ouais, j'en suis convaincu. Donc Barbara, vous pouvez voir la question encore plus en détail avec Pierre samedi. On est dans tous les cas dans l'expérience client. Après, le framework, la méthode que je donne là, est une autre manière de mesurer et d'obtenir une analyse différente du résultat, mais l'approche expérience client marchera aussi. J'en suis convaincu. Ouais. Ok. Et donc c'était Ali qui avait posé la question sur les statuts. Qui dit merci pour la réponse. La question SARL ou SAS, les différences fiscales entre la SARL et la SAS par rapport pour une start-up d'innovation. Alors il faut, je sais pas si je sais que parfois le biais de compréhension est fait. Startup n'est pas un statut fiscal. Hein. C'est pas, vous pouvez pas au tribunal et dire bonjour, je vais monter une startup. Le juge va vous regarder et vous dire qu'est-ce que vous voulez, monsieur ou madame. Donc c'est effectivement on choisit entre SARL et SAS pour une startup. Je vous recommande, si vous voulez vous ranger dans la merveilleuse famille des startups, SAS. On réfléchit pas. SAS. Vous partez d'une feuille blanche, vous mettez ce que vous voulez dans les statuts, c'est très flexible, ça va vous permettre de manipuler votre capital de façon beaucoup plus simple qu'une SARL. Vous allez pouvoir faire du capital variable, faire des levées de fonds, des choses comme ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. SAS. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je pense que, Ali, je pense que là, David a été très clair. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci pour la réponse. Voilà. Ben, j'étais en train de répondre à Barbara, mais je voulais préciser, je pense que ça vaut pour Barbara, mais pour aussi d'autres d'entre vous. Si suite au rendez-vous de samedi, vous avez encore des questions, qu'il y a encore des flous et que vous vous sentez encore perdu, n'hésitez pas à nous faire signe, à rentrer en contact avec nous et on fera de notre mieux. Alors, au sein de l'équipe, on n'a pas toutes les réponses, mais on fera de notre mieux pour vous orienter vers d'autres personnes et même et voilà, on a toujours des contacts avec des coachs qui certainement seront encore en contact avec vous par la suite avec plaisir.
Alors, est-ce que... Ah, oui, ok. C'est moi qui viens de mettre, je viens de penser à un autre logiciel, là je remontais dans les questions et je suis retombé sur les trucs de vidéo, j'ai eu un flash sur un autre aussi pour faire des vidéos animées qui s'appelle Powtoon. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, vu qu'il est 19h09, on est à peu près dans le timing prévu à l'origine. Donc moi, je vais essayer de résumer un peu la réponse parce que le sujet de ce soir, c'était structurer son idée. Finalement, parce qu'on aurait pu s'attendre à prendre le link Canva, c'est juste à détailler toutes les cases jusqu'à ce que vous ayez vraiment une structure très précise de votre idée. Je pense que la réponse qu'a apporté David, c'est le fait de dire c'est un travail continu et un peu en lien avec l'intervention de Pierre hier, de dire une fois que vous avez commencé à déblayer avec toutes les interviews clients et avec tout le travail sur votre problématique et tout ça, vous pouvez commencer à structurer dans un link Canva et c'est le travail continu de prototypage, de test, de retourner voir les usagers, de faire des user stories et des trucs comme ça, et de faire le faire ensuite de revenir sur le link Canva et d'utiliser cet outil-là pour un peu structurer toutes les informations que vous avez obtenues. Ce travail de boucle d'amélioration continue qui vous aidera au fur et à mesure. Et alors, peut-être pas le Lean Canva, mais des outils comme le Business Model Canva, c'est toujours intéressant pour des chefs d'entreprise, même une fois que l'entreprise fonctionne bien, d'y revenir et comme David le disait, de garder cette habitude d'interroger les usagers et d'avoir un suivi de comment leur expérience se passe, de leur demander des notes et des choses comme ça. Tout à fait, ouais. Est-ce que ça résume bien ton intervention, David? Oui, ça résume bien mon intervention. Je t'ai dit parce que j'ai tout de suite mis, j'ai tout de suite mis j'ai entendu hier que tu as posé les trois questions là, les trois réponses résumées en 3 phrases. Je sais plus comment tu as dit ça à Pierre, donc j'ai tout de suite mis dans la presse hier soir. Mais vous entendrez que quand même, le fait d'avoir un courrier en me disant ça fait 2 ans que je travaille ici, elle, ça fait 15 jours qu'elle me connaît, c'est quand même dingue de se retrouver dans cette situation, alors que de mon côté, il n'y a aucune mauvaise volonté, il y a juste un souci de communication. Oui, il y a un petit problème. Je vais couper le micro de Cynthia. Voilà. Attends, Je voulais préciser un truc, si c'est possible, avant que vous partiez. Moi, j'ai la petite qui est venue tout à l'heure et du coup, je suis passé par-dessus. On était en train de parler de l'importance des. Je viens d'y penser parce que tu as parlé des user stories. Donc en fait, je vous disais, les user stories sont d'une importance capitale si vous sous-traitez. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont en situation de sous-traitance d'un produit ou quoi que ce soit. Pensez à bien structurer votre démarche de sous-traitance avec ce genre de choses-là. Ça vous aidera à faciliter la compréhension par le sous-traitant de ce que vous voulez faire. Et le fait d'avoir un petit tableau avec des histoires de ce type-là, vous n'avez pas forcément le vocabulaire technique nécessaire pour parler le même langage que votre prestataire. Donc, vous n'allez pas pouvoir rédiger un cahier des charges vous-même ou dire je ne sais quoi en détail technique. En revanche, le fait de revenir sur l'aspect utilisateur et d'écrire des petites phrases en tant que je souhaite afin de va permettre à votre interlocuteur technicien, donc le sous-traitant en l'occurrence, d'interpréter ça, lui, derrière, en éléments techniques. Et il n'y aura pas de flou, surtout si en face de ça, vous avez pris le temps de faire un petit croquis de votre produit, de votre objet, peu importe, de le scénariser un petit peu avec les petites stories, bah là, il n'y a plus de place enfin, on réduit la place à l'incompréhension et au manque de clarté que pourrait donner un cahier des charges technique avec du verbiage trop compliqué, etc., etc. Donc, prenez le temps de d'écrire ça parce que ça va centrer le truc sur votre utilisateur, donc ça c'est forcément bien. Et ensuite, ça va simplifier la démarche de développement technique. Voilà, je voulais le dire tout à l'heure et j'ai oublié. super, merci. Je crois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires et au niveau timing, on est pas mal. Merci pour ta présentation efficace et le fait d'avoir à peu près tenu le timing.